Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres au JDS, journal du dimanche au soir. On restera donc ensemble jusqu'à 21h pour aborder l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et cette fois-ci, elle est marquée par ces sujets. Consolidation de la paix au Sahel. La question était au cœur du 4e congrès du Poulakou à Ouagadougou, débuté le 15 septembre. Les travaux se sont achevés hier. Nous recevrons sur la question le docteur Issa Diallo, président du comité d'organisation de ce rendez-vous. Et puis, Assemblée générale de la coordination nationale de l'unité d'action syndicale UAS en abrégé, c'était hier samedi. La lutte antiterroriste était la question centrale. L'Union propose, entre autres, d'impliquer les populations dans la lutte contre le terrorisme par leur dotation en moyens de défense conséquents et en formation. Et puis sport, pour terminer, Ligue 1, la reprise c'était hier. Salitas Royal FC font un nul vierge. Aujourd'hui, pour ses premiers pas en première division, c'est le Real du Faso qui bat l'IFO 1-0. Vous aurez donc les images et le résumé de cette rencontre. On aura comme invité Julien Tiendré-Béogo. Il est le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Et puis préciser aussi que dans ce JDS, journal du dimanche au soir, on va aborder l'affaire Olo Mathias Kambou du Balai citoyen qui a été arrêté il y a quelques jours et déposé pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique. On recevra Zinaba Rasmane, le chargé à l'organisation du Balai citoyen, pour avoir plus de détails sur cette question-là. Donc voilà le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Et nous l'ouvrons avec le Front patriotique qui fait des propositions pour sortir le Burkina, pour, disent-ils, de l'impasse politico-sécuritaire. Il appelle à la mise en place d'un haut conseil national des légitimités sociales. Ce haut conseil, composé de représentants de toutes les forces sociales historiquement constituées, devra légiférer sur une charte de guerre populaire généralisée qui engage tous les Burkinabés et tout le patrimoine national pour éliminer le terrorisme. Le détail dans ce reportage. Pour cette rencontre de concertation citoyenne de personnes ressources et des leaders d'opinion, il est question pour le Front patriotique de partager la vision de sa plateforme de lutte qui est d'œuvrer à l'avènement d'institutions démocratiques fortes et pérennes répondant aux aspirations légitimes du peuple burkinabé et en mesure de mettre fin au coup d'État militaire. Une vision qui ne saurait se réaliser selon le coordonnateur du Front patriotique sans un véritable changement de mentalité à la fois des forces politiques, de la société civile et du peuple. Chacun doit changer de mentalité. Parce que nous sommes tous rentrés, c'est-à-dire le peuple dans son organisation est tous rentrés dans cette conception des institutions non seulement bureaucratiques, mais des institutions budgétivores, des institutions corrompues, etc. C'est tout ça qu'il faut casser. Parce que vous ne pouvez plus rien demander à quelqu'un aujourd'hui sans qu'il vous demande de l'argent. Ça, c'est clair. Et donc, il faut comprendre que ce n'est pas une question simple à régler, c'est toute une formation qu'il faut. Pour également parvenir à la réalisation de cette vision, le Front patriotique, regroupement d'organisations citoyennes, de mouvements et de partis politiques, dit compter sur l'ensemble des forces vives de la nation. Nous avons dit que nous appelons à toutes les forces organisées du Faso qui détiennent des légitimités sociales. Nous ne parlons pas des forces, des organisations qu'on crée juste pour contrecarrer d'autres organisations, que nous appelons des organisations alimentaires. Nous parlons d'organisations qui sont détentrices de légitimité populaire, c'est-à-dire des organisations authentiques du peuple. Ces organisations-là, ce sont elles, nous nous adressons à elles pour prendre en main le destin de ce pays. Parce que le salut du pays ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de nous-mêmes. Des 9 points qui constituent la plateforme de lutte, le Front patriotique entend travailler entre autres pour une transition politique légitime et souveraine, pour l'indépendance de la justice, mais également travailler à la mobilisation du peuple pour la mise en œuvre des recommandations du Collège des sages. Le Front patriotique entend par ailleurs travailler à écrire un nouveau contrat social de justice et d'inclusion sociale, œuvrer à l'avènement d'une véritable intégration des peuples africains, mais aussi mobiliser les peuples contre toute forme de domination et d'assujettissement par les grandes puissances.
Nous l'annoncions en titre, le 4e congrès mondial du Pulaaku s'est tenu à Ouagadougou du 15 au 17 septembre sous le thème « La contribution du Pulaaku à la promotion de la paix au Sahel ». Il était axé sur 5 grandes communications. Elles abordaient donc la question sécuritaire et les moyens d'éviter aux populations de façon générale, mais aux peuples de façon plus précise, de se faire enrôler dans les rangs de l'ennemi. Le congrès a réuni plus d'une centaine de congressistes venus de plusieurs pays de la sous-région. On pourrait citer le Togo, le Tchad, la Guinée, le Mali. Nous sommes sur ce plateau avec le docteur Issa Diallo, qui est le président du comité d'organisation de ce grand rendez-vous, pour revenir sur justement son contenu. Bonsoir docteur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Pour ceux qui ne savent pas encore, Pulaaku c'est quoi? Alors le Pulaaku, c'est l'autre lecture du monde. Okay. C'est l'autre compréhension du monde. Une compréhension suffisamment éprouvée qui aujourd'hui tend à se stabiliser, même si nous savons que le statique n'existe pas. Et pour mieux appréhender cette lecture du monde qu'est le Pulaaku, il faut passer par ce qui le révèle le plus. Et c'est à partir de la langue Peul. Puisque nous savons tous que la langue, c'est le miroir de la communauté qui la parle. Et donc, permet également de voir comment est-ce qu'on comprend le monde. Si vous prenez la langue française, par exemple, vous me dites « cette personne, c'est mon frère ». Incontestablement, vous me dites que cette personne a le même père ou la même mère que vous. Mais chez nous, par exemple, que ce soit le Pulaaku ou le Burkina chez les Moussi, quand tu dis « c'est mon frère », c'est peut-être l'enfant de ton père, de ta mère, mais également de ton oncle côté paternel. Donc c'est toute une vision qu'incarne le Pulaaku. Et c'est ceux qui comprennent la langue Peul, qui l'appréhendent bien. Donc ça n'a rien à voir avec les Peuls. Même si c'est beaucoup de Peuls qui comprennent mieux ce concept-là. Et donc nous avons essayé à travers les congrès mondiaux là, de voir comment comment convoquer le Pulaaku, qui, je vous disais, est une lecture du monde suffisamment éprouvée, comment le convoquer pour aider à résoudre certains problèmes sociaux. Parce que le Pulaaku, vous avez presque tout pour résoudre les problèmes ou promouvoir d'autres activités. Nous sommes à notre 4e congrès, comme vous l'avez dit. Le premier, c'était à Ouaga, le deuxième à Dori, le troisième en France, et le 4e devait avoir lieu au Soudan. Parce qu'au Soudan, nous avons plus de Peuls que les Peuls du Burkina, du Mali, du Niger et du Sénégal réunis. Et vous savez qu'on a la Centrafrique où actuellement les pasteurs nomades ont suffisamment de problèmes. Donc nous voudrions nous y rendre, mais avec le coup d'État militaire où on a mis en prison le Premier ministre et autres, nous avons dit pourquoi ne pas alors venir au Burkina Faso? Et le président du comité d'organisation, c'est pas moi, je suis le vice-président. Le président est un Tchadien. Okay. Il devait venir, je lui fais d'ailleurs bonne santé puisqu'il a fait une sorte d'AVC la dernière fois, il est encore hospitalisé. Et donc, nous nous sommes dit, si c'est au Burkina, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi? On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivaient toutes heureuses chez elles. Leurs greniers, leurs moutons, leurs chèvres, et qui aujourd'hui sont appelés des déplacés internes. Est-ce que cette vision du monde nous permet d'intervenir positivement? Puisqu'il semble également que parmi ceux qui sont de l'autre côté, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les communautés. Mais beaucoup parlent la langue Peul. Or, le Pulaaku est un peu mieux compris par ceux qui parlent cette langue. Et donc, on s'est dit, on pourra faire quoi? Il y a également des écoles qui sont fermées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Surtout que depuis le Conseil des ministres du 13 avril, le gouvernement a clairement dit que ceux qui sont de l'autre côté sont des citoyens burkinabés. Donc si c'est des citoyens burkinabés, si ce n'est pas des étrangers, pourquoi on ne va pas convoquer cette conception du monde pour mieux comprendre le phénomène et également aider les autorités à résoudre quelques questions? C'était juste ça notre préoccupation. D'accord. Vous parlez d'introduire cette conception du monde, mais je pense qu'au départ, je pense que le premier congrès, c'était un mois d'octobre.
Oui. C'était un fameux mois d'octobre. Oui. Quelques temps un peu avant, c'est-à-dire en juin, quand on prend le cas du Mali, il y avait l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, qui était un groupe armé qui voulait rétablir un peu l'injustice faite aux Peul. Donc certains se disaient, voilà qu'on nous parle encore d'un congrès qui est axé sur le Peul. Est-ce qu'il n'y avait pas de crainte au départ? Il n'y avait pas des gens qui soupçonnaient peut-être un certain repli? Oui, dès lors qu'on associe ça au Peul, il y a problème. Associons ça à ceux qui parlent la langue Peul. D'accord. Parce que le congrès, tout de suite, si vous prenez le comité d'organisation, c'est vrai que moi je suis le vice-président, mais celui qui était plus actif, c'est pas un Peul. Okay. C'était un Badini. Et nous venons de mettre un cadre de concertation du congrès mondial. Le secrétaire général, c'est pas un Peul, c'est un Savadogo. Mais pourquoi un Savadogo, pourquoi un Badini? Parce que ce Savadogo et ce Badini lisent le monde à travers le Pulaku. Savadogo, généralement, c'est Moussi, c'est ça, nous le savons. Mais celui-ci, il parle Peul beaucoup plus que le Moré. On s'est dit donc qu'il sait mieux convoquer ce concept de Pulaku pour aider à résoudre les questions que nous vivons. Donc, mettons de côté l'ethnie Peul. Ce n'est pas une question d'ethnie. C'est un peu plus fort que ça. C'est un peu plus fort que ça. Et dès lors que, quelque part, les chercheurs nous disent qu'ils sont très nombreux, les dits terroristes ou djihadistes qui parlent Peul, on se dit, mais pourquoi donc ne pas intervenir également? C'est juste cela qui a fait que nous avons tenu le congrès ici et le thème général a été dit clairement, c'est comment le Pulaku peut contribuer à la promotion de la paix. Vous le disiez à un moment donné, c'est dans un contexte qui est celui sécuritaire que nous connaissons, avec l'ethnicisation du terrorisme, délit de faciès, très vite, quand on regarde, oui, lui ça doit être comme ça, lui ça doit être comme ça. Comment est-ce qu'on en sort? Parce que c'était quand même aussi la question de débat à l'intérieur. Oui. Vous savez, tout le monde est perturbé. Il y en a qui ont perdu des parents, donc ils ne peuvent plus réfléchir. Ils sont très nombreux. Il y a même des éléments de FDS qui ont perdu beaucoup d'amis et qui ne peuvent pas trop réfléchir. Je vous donne un exemple. Quelque part de l'autre côté de Kaya, on a arrêté un monsieur, c'est-à-dire on a dit les cars sont contrôlés. Je crois que c'est staff, ils ont contrôlé, ils ont dit à un monsieur descend, ils l'ont fait descendre, ils ont pris sa carte d'identité, ils n'ont même pas vérifié la carte d'identité. Mais puisqu'il ressemble à un peu. Et le car est parti, le monsieur a dit... Bon. C'est après l'agent s'est rendu compte qu'il fallait quand même vérifier la pièce d'identité. Et ils sont rendus qu'en fait, c'était même pas, ce n'est ni Dialoni, mais c'était une autre ethnie. Vous voyez le problème? Mais tout ça, c'est parce que les gens sont un peu perturbés par la lourdeur de la douleur qui pèse sur plusieurs personnes. Mais plus il y a de sensibilisation, je crois plus cette stigmatisation va s'arrêter. Mais aujourd'hui, on a ces perturbations. Nous avons même des villages, par exemple, où des VDP, on trouve des VDP dans ces villages-là. Mais puisqu'il y a des Peuls, parfois les dits terroristes ou djihadistes arrivent, ils s'expriment en langue Peul, ils prêchent dans la langue Peul. Les VDP se mettent de côté et lorsqu'ils partent, les VDP parfois s'abattent sur les Peuls. Alors que quand ils étaient là, ils ne viennent pas. Alors pourquoi? On se dit c'est parce que les VDP aussi ont perdu peut-être des amis, ont perdu des frères, et tout ceci pose problème. Nous venons avec ce concept pour appeler les uns et les autres à oublier cette histoire d'ethnie. Parce qu'en vérité, on dit tu es Peul ou tu es Moussi. Ça veut dire exactement quoi? Vous avez une fille et un garçon qui sont issus d'un même père et d'une même mère. La fille va épouser un Moussi. Son fils, on va l'appeler Moussi. Le garçon épouse une fille Moussi. Son fils, on va l'appeler Peul. Entre nous, est-ce que c'est la peine de caractériser les gens à partir de leur ethnie? Si ce n'est pas parce ou bien on est insuffisamment intelligent, ou bien on a été suffisamment perturbé de point de vue psychologique. Donc le problème ethnique ne devait pas se poser dans un pays à un niveau d'éducation un peu élevé. Mais nous le savons, le niveau d'éducation est assez bas au Burkina. Et c'est pourquoi il faut convoquer des concepts comme ça, où ceux qui parlent la même langue vont venir et ensemble, ils vont s'organiser pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui sont venus du Togo, le Fulfulde est parfois leur deuxième langue. Il y en a qui sont venus de la Tanzanie, il y en a qui sont venus des États-Unis, ils sont venus de partout. Et il y en a qui sont venus des États-Unis qui parlent même aussi bien l'anglais que le Peul. Mais leur lecture du monde a un penchant pour le Pulaku.
Donc tout ce monde-là était là pour réfléchir et voir concrètement comment aider à résoudre un tout petit peu ce problème. C'est une grande communication, je le disais à un moment donné, c'est du 15 au 17. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale et de façon forte pour ce qui est de ce 4e congrès? Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est que beaucoup de personnes sont soulagées de constater que les peuples s'intéressent à la question. Alors, à ces derniers, j'ai dit tout de suite, ce n'est pas les peuples, mais c'est ceux qui lisent le monde comme ceux qui parlent la langue peul. Ça, c'était déjà bien. Ensuite, on a eu des militaires qui sont venus nous dire, voici comment se présente la situation. Ce qui a permis à beaucoup de personnes de comprendre que si parfois des FDS tuent, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On ne doit pas excuser quelqu'un qui tue, puisqu'il ne lui appartient pas de tuer. Mais nous pouvons faire en sorte que chaque balle qui quittera la calache d'un militaire ou d'un VDP soit une balle porteuse de paix, mais pas une balle qui va multiplier les douleurs. Parce que lorsque vous tuez un terroriste, ça va, mais lorsque vous tuez un innocent, il y a problème. Et donc le Poulakou pourrait aider à résoudre ces problèmes-là. Faire en sorte que ces balles qui quittent tous les jours les kalash-là ne soient pas porteuses de douleur, mais plutôt des balles qui ramènent un peu la paix. Parce que si c'est la méchante personne peut-être qui a été visée, personne ne dira pourquoi. Mais lorsque c'est des innocents, comme on le voit de temps en temps au Mali, au Niger ou au Burkina, ou même en Centrafrique, ça pose problème. Et je crois que le Poulakou peut aider à résoudre cela. Puisque le Poulakou, par exemple, si nous prenons le Guelgodi, nous avons beaucoup de personnes qui étaient là, qui ne sont pas du tout Peul. Nous avions des Dogons, nous avons des Foulsés. Vous savez, dans cette région, presque tout le monde parle Peul. Et donc, chacun a sa vision. Le Dogon a sa vision. Le Moussi qui est là-bas, il est un peu de tendance Bourkidlim. Mais les gens comprennent tellement le Fulfulde que ce concept de Poulakou est bien compris par tous. Et nous pensons qu'on peut le convoquer pour résoudre partiellement la situation sécuritaire que nous vivons. Vous parlez des FDS qui étaient aussi présents, c'est très intéressant, mais en même temps, quand on parle, vous dites qu'on ne veut pas qu'on s'arc-boute sur le Peul en tant que tel, c'est la vision du monde partagée par ceux qui parlent une langue, mais quand on regarde au fond, il y a aussi que la pression, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas seulement les terroristes, mais il y a aussi qu'il y a des exactions par moins qui sont commises, même par les armées régulières, et puis pas assumées par les autorités. On voit des rapports qui sont contestés et tout. Je pense que celui d'ici qui était présent est bien placé pour en parler d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un discours de vérité en ce moment-là, lorsque vous avez les autorités à côté, puisqu'il y a le Premier ministre qui a ouvert justement ce 4e congrès? Est-ce qu'il y a un discours de vérité? Oui, il y a un discours de vérité. D'abord, je vous dis très clairement, les exactions continuent. Ça, je vous le dis, ça continue. Il y a des emprisonnements, mais par rapport au régime passé, ça va. Parce que, vous le savez, à Yirgou, par exemple, c'est des centaines de Peuls qui ont été tués. Mais le président n'est pas allé présenter ses condoléances à cette communauté, mais c'est plutôt à la communauté qui a perdu une personne. Mais actuellement, il se trouve qu'avec le nouveau régime, lorsque vous voyagez et qu'on vous descend du car juste parce que vous êtes Peul, vous avez la possibilité d'appeler un numéro. Je crois que ça bouge un peu. Je ne dis pas que ce régime est bon. Je ne le juge pas, ça ne m'intéresse pas de le juger. Parce que les tueries continuent, je ne les juge pas. Mais j'avoue qu'il y a une amélioration. Il y a une nette amélioration. Et je reste persuadé que si on essaie de faire en sorte que ce concept soit mis en valeur et qu'on le convoque en de nombreuses circonstances, il n'y a pas de raison qu'on ne résolve pas le problème. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez créer... Parfois, il y a des problèmes entre Peuls. Vous savez, généralement, les Peuls, c'est des musulmans. Généralement. Il peut y avoir des problèmes entre des bergers Peuls. Vous allez leur dire, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, laisse tomber. Il ne laissera pas tomber. Dites-lui au nom du Poulakou, laisse tomber, il laissera tomber. Donc, il y a plus fort que la religion. Il y a vraiment plus fort que la religion. Je crois que les éleveurs Peuls que nous voyons, il suffit de faire des enquêtes, ils sont plus portés vers le Poulakou que vers la religion, même si généralement ils sont musulmans. Parce que le Poulakou, ils le comprennent mieux, ils le comprennent bien. Mais la religion, on leur répète des choses,
à partir de l'arabe, ils comprennent ce qu'ils comprennent, le reste ils ne comprennent pas. Et donc, je le dis clairement, ils peuvent jurer à partir du Pulaku, ça peut être vrai. À partir de la religion, ce n'est pas toujours formidable. Et on se dit donc, on peut partir de ce concept et essayer de reconstruire le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays, c'est comme si on est dans un pays, je ne vais pas dire informel, puisqu'il y a beaucoup de zones rouges. Il y a des endroits où si tu es moussi, tu réfléchis par 2 fois avant d'y aller. Il y a des parties du territoire où si tu es Peul, tu réfléchis par 2 fois avant d'y aller. Or, cette histoire de Peul-Moussi-là, si vous réfléchissez un tout petit peu, ce n'est pas des questions à se poser. Vraiment, l'ethnie ne devrait pas être une préoccupation. C'est des compréhensions de la vie, les lectures du monde qui devraient être problématiques. L'autre choisit d'être communiste. On sait quelle est la lecture du monde que les communistes ont. Donc, pour les combattre ou les soutenir, vous savez qu'elle va suivre. Vous me comprenez un peu? Le capitalisme, dans un pays où c'est le capitalisme qui gouverne, là également vous avez une idée. Dans un pays où c'est la religion comme l'Iran, également vous avez une idée. Vous vous dites, si je procède comme ça, peut-être je vais diminuer le nombre d'ennemis. Alors le Pulaku, c'est la même chose. C'est une lecture du monde, et cette lecture, si vous la pénétrez, vous pourrez, de mon point de vue, ramener la paix. Du moins, du point de vue de tous ceux qui croient au Pulaku. Justement, une vision du monde à travers ceux qui partagent une langue. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que les solutions d'un congrès comme celui-là parviennent jusqu'à celui qui est très loin? Parce que n'oublions pas que la problématique, c'est les vécus chaque jour par ces populations-là. Et pour ne pas que ce soit un congrès élitiste, c'est cela aussi la question. Non, pas élitiste. Parce qu'on s'est dit qu'il nous fallait un certain nombre de personnes. On s'est retrouvé à 367 personnes. C'est-à-dire toutes ces personnes ont été identifiées bien avant. Je prends par exemple, vous savez, si nous prenons le Burkina, il y a ce qu'on appelle les Émirats. Un émirat, c'est comme le Mogo. On a le Moro Naba et son territoire. On a le Yatenga. Les émirats, c'est exactement comme ça. Donc, on a pris l'émirat de Ban, on a identifié des personnes. L'émirat de Tiou, on a identifié des personnes. L'émirat de Barboulé, Tongo, Mayel, on a identifié le Liptako, le Yaga. Et maintenant, dans les autres régions, on a pris un tout petit peu partout. Ça, c'est pour le Burkina. Et ailleurs, maintenant, on a tenu, depuis le mois de juillet, des rencontres virtuelles avec d'autres leaders. Vous savez, le Pulaku est vécu quand même dans quelques 24 pays, par des leaders un peu organisés quand même. Un peu organisés. Je vous disais tantôt que le président du comité d'organisation est un Tchadien. C'est un colonel tchadien qui est militaire et qui n'a pas de problème à patronner cette histoire pendant un certain moment, puisque c'est par congrès. À partir de ce congrès, il finit son mandat et on prépare le prochain congrès. Cette fois-ci, on a pris des engagements et nous pensons que ces engagements pourraient ramener la paix. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas de Peul. Il s'agit d'une lecture du monde, parce que nous pensons que c'est ta façon de lire le monde qui t'amène à réorganiser ta gouvernance. Lorsque certains comme les Iraniens accordent plus d'importance à la religion impacte la gouvernance. Non, allez-y. Alors, si vous allez dans un pays un peu communiste, par exemple, il est évident que le communisme va impacter la gouvernance. Et si vous prenez un pays où il y a beaucoup de locuteurs de la langue Peul, certainement le Pulaku peut impacter. Il suffit qu'on le convoque et je crois que certains problèmes peuvent trouver solution. D'accord. Et si je me rappelle bien, le dernier congrès, celui de la France, il avait comme thématique centrale la sécurisation des éleveurs pasteurs. C'était un peu ça. Mais concrètement, quand on veut évaluer aujourd'hui, quel a été l'impact quand on a un thème choisi comme ça et aujourd'hui, dans le vécu du quotidien? L'impact, c'est quoi? L'impact, vous l'avez constaté, lorsque Macron a rencontré les présidents de nos pays, il a clairement dit il faut arrêter de croire que les terroristes, ce sont les Peuls. Il faut arrêter de croire que les terroristes sont les Peuls. Parce que ce qu'on constate en Afrique, voici un continent où on a des présidents insuffisamment intelligents. Je donne un exemple évident. Vous prenez Djibo. Djibo, quoi que l'on dise, c'est une capitale du monde Peul. À Djibo, le maire a été tué par ces gens qu'on appelle terroristes. À Djibo, le chef religieux a été tué par ces gens qu'on appelle terroristes. Quand je dis chef religieux, ce n'est pas n'importe qui, c'est tout le Yelgodi. C'est lui le chef. Mais quand même, il y a des gens qui pensent toujours que les terroristes là, ils ne s'en prennent qu'aux autres, mais pas aux Peuls. Et le président laisse faire.
Parce qu'il suffit qu'un président dise quelque chose et évidemment il y aura des répercussions. Les gens se la bouclent et donc les choses continuent. Mais si dans le fond c'est vraiment différent, pourquoi ces perceptions qui, quand je vous écoute, sont fausses, pourquoi est-ce qu'on a la peau dure? Mais c'est clair, supposons, à Yirgo on a tué 226 personnes, Peul. C'est pas 40, c'est 226 personnes. Lorsque le président Roch, que je respecte, y est allé, est-ce qu'il s'est adressé au Peul? Du côté de Mossi, on a tué une personne. Mais c'est à cette personne qu'on s'est adressé, à sa famille. Voyez, moi j'étais à Yirgou et quand on a tué j'ai été là-bas. On s'est dit qu'il s'est adressé à toute la communauté. Non, il ne s'est pas adressé à toute la communauté. D'ailleurs, il a été gardé par les Kogloyoro. Il ne s'est pas adressé à toute la communauté. Mais allons encore plus loin. Quelques jours après, il y a eu des gens qui ont été tués, paix à leur âme. Et il y a eu des journées de deuil, on a décrété. Mais est-ce qu'à Yirgou, vous avez entendu parler de deuil national? Non, quand le président est ce qu'il est, en fait, c'est eux qui travaillent à promouvoir tout cela. Cela amènera tout le monde à s'intéresser à cette question au lieu de la résoudre. Vous avez suivi, quelqu'un nous a dit sur un des plateaux de la télé qu'en fait, lui-même, il s'est dit ce n'est que des peuls qu'on a tués. Je crois que là, ça, vous l'avez appris. Et celui qui l'a dit n'ose pas mentir. Alors, quand on a un président comme ça, on réfléchit, puisque c'est des intellectuels. Ça veut dire que le problème de la nation doit être déplacé pour que tout le monde le regarde, au lieu de regarder le problème réel. C'est des stratégies politiques. Et beaucoup de présidents africains utilisent ces stratégies politiques. Et vous le savez, puisque quand on tue des Africains ici, ils ne disent rien. Quand on tue des Français en France, ils vont pleurer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est eux qui ont travaillé à ce que le problème du terrorisme soit ethnicisé. C'est le régime passé qui l'a fait. Il a travaillé à l'ethnicisation du terrorisme. Mais justement pour que les problèmes réels du pays ne soient pas vécus ne soient pas connus du citoyen. Allez dans tous les villages aujourd'hui, la préoccupation c'est quoi? C'est la sécurité. Ce n'est plus faire des forages, ce n'est plus construire des écoles, c'est la sécurité. Et c'est ça qu'il voulait. Et là, maintenant, il gouverne Ouagadougou. Et vous voyez, est-ce qu'à Ouagadougou, il y a des problèmes? C'est comme s'il n'y a pas de problème. C'est des stratégies. C'est des stratégies politiques, c'est des stratégies de lutte. Quand vous n'êtes pas suffisamment patriotique, vous les adoptez. De mon point de vue, c'est exactement ça. D'accord. Le 4e congrès, vous disiez, devrait se faire au Soudan. Oui. Le 5e, ça sera où? Et vous n'avez pas encore commencé à travailler sur la thématique, non? Alors, nous avons déjà une idée, mais vous savez, les gens veulent toujours que ce soit chez eux. Et donc, nous attendons parce que nous n'avons pas réussi à nous entendre. Nous attendons de voir de quel continent, de quel pays nous aurons le plus d'inscrits, puisque les gens s'inscrivent. Et la thématique? Non, pas encore. Alors, la thématique, nous attendons de voir le résultat, parce que nous avons pris quelques engagements. Un engagement comme comment faire pour aider à rouvrir les écoles. Un engagement comme comment faire pour aider certains déplacés à rejoindre leur localité d'origine. Un engagement comme comment innover dans l'élevage. Parce que si on avait innové dans l'élevage, il y a très longtemps que nous avions maintenant des spécialistes de l'élevage qui permettraient à tout le monde de vivre de l'élevage. Et les gens n'allaient pas se laisser prendre par les djihadistes. Mais on a fait de l'élevage une affaire de peul. Et comme c'est une affaire de peul, inutile de mettre de l'argent. Et vous le constaterez, je ne crois pas qu'on ait encore eu un budget où on a plus de 3% pour l'élevage. Alors que tout le monde élève au Burkina. Laissez-moi vous dire, si vous prenez par exemple les bœufs, les vaches de tous les peuples réunis, ça ne vaut pas les vaches des autres. Donc ce n'est pas une histoire de peuples, mais dans la tête de tout le monde, et ça aussi c'est l'État qui a travaillé comme ça, l'éleveur c'est le peuple. Vous voyez le conflit dans les brousses là, on dit conflit éleveur-agriculteur. Mais quand vous dites c'est l'État, c'est qui? C'est le régime. C'est le régime. Non, c'est sciemment fait. Je reste persuadé que c'est sciemment fait. C'est des stratégies. C'est pas qu'ils détestent les peuples, mais c'est parce qu'ils veulent que la population regarde quelque part. Vous savez, pour la même raison, dans certains pays, on met suffisamment d'argent dans le ballon. C'est pas qu'on veut faire la promotion d'un certain sport, mais c'est parfois parce qu'on veut que tout le monde regarde de ce côté, ce qui va permettre au régime de continuer un autre travail peut-être qui n'est pas très patriotique.
Merci bien, docteur Issa Diallo, d'être passé sur notre plateau. On revenait donc sur le 4e congrès du Poulakou. On espère vous avoir peut-être un peu avant le 5e pour en parler et puis peut-être pour revenir même après sur la question du bilan. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de ce 4e congrès du Poulakou. Encore merci. Je vous dis merci également. Merci. C'était un plaisir partagé. On va continuer, et nous, toujours cette rubrique politique avec maintenant la coordination nationale de l'UAS, entendez Union d'Action Syndicale, qui a organisé hier samedi 17 septembre à Ouagadougou une assemblée générale avec les délégués syndicaux et délégués du personnel venus de plusieurs régions du Burkina pour donner leur lecture sur la situation nationale marquée par des crises et à la fois sécuritaires et humanitaires. C'est ce reportage qu'on écoute avant de revenir pour un autre sujet et un autre entretien. C'est une première assemblée générale de l'unité d'action syndicale depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Une première sortie pour commémorer le 7e anniversaire du putsch manqué de 2015. Une rencontre au cours de laquelle ces syndicats réunis ont dépeint un tableau sombre de la situation sécuritaire. Le président du mois de l'UAS, El Hadj Inoussa Nana et ses camarades espéraient une amélioration des conditions de vie des Burkinabés avec l'avènement du MPSR, mais c'est bien le contraire selon eux. Le gouvernement nous a annoncé que, par exemple, le retour des PDI dans leur localité. Mais quand nous regardons, nous faisons le constat, on voit que c'est exactement le cas. Il y a beaucoup qui sont toujours, qui ont abandonné leur localité. Voilà, ça c'est un problème. Et également, quand vous constatez avec la saison, qui s'annonce d'ailleurs bien cette fois-ci, mais on voit que dans cette zone, certaines zones, les populations n'arrivent pas à travailler comme il se doit. Fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'inflation de façon galopante, à plus de 18%. Voilà, donc c'est vraiment intenable, mais vraiment ça nous surprend aujourd'hui que des populations, des citoyens qui veulent manifester, et qu'on les empêche, que d'autres citoyens viennent les empêcher de tenir leur activité. Cette assemblée générale a été l'occasion pour l'UAS de présenter sa plateforme revendicative. Des revendications qui prennent essentiellement en compte la sécurité pour tous et la réduction des prix des produits de grande consommation. Impliquer les populations dans la lutte contre le terrorisme par leur dotation en moyens de défense conséquents et leur formation. Diminuer les prix des produits de grande consommation, relèvement du SMIC à 60 000 francs CFA. Revenir aux anciens prix des hydrocarbures, suppression de l'ITF sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public, arrêt des exécutions extrajudiciaires et des agressions contre les citoyens et engagement de poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires, respect du droit de réunion et de manifestation sur la voie publique. Tout en tenant compte des actions menées déjà par les autorités, l'unité d'action syndicale par son président les invite à être regardants face aux attentes des populations et travailler à satisfaire ces dernières. Nous le disions, un autre sujet que nous allons aborder dans cette partie politique toujours de ce JDS, parce qu'on parle de la gestion de la cité. Le militant du ballet citoyen Olo Mathias Kambou est entre les mains de la justice, ça on le sait depuis maintenant plusieurs jours. Il est accusé d'outrage à un dépositaire de l'autorité publique. Il faut rappeler que c'était le 5 septembre dernier que Olo Mathias Kambou a été arrêté à la sortie d'une émission télévisée, placé sous mandat de dépôt le 6 septembre. Il avait été interrogé devant le parquet suivant la procédure de flagrant délit et le 16 septembre était la date de l'ouverture du dossier du prévenu à la chambre correctionnelle de comparution directe du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et il faut dire que le ballet citoyen et plusieurs autres mouvements étaient mobilisés pour lui apporter donc leur soutien. Nous sommes d'ailleurs avec Zinaba Rasmane, chargée à l'organisation du mouvement Le Ballet Citoyen. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy et merci à la télévision True TV de nous recevoir comme elle fait à chaque moment que besoin se fait sentir. Évidemment, c'est un plaisir puisqu'on a besoin de comprendre un peu plus. On sait qu'aux premières heures, on avait pu nous aussi faire le reportage et le compte rendu à nos téléspectateurs. C'est ça. On voyait qu'il y avait un genre de confusion.
télévision, on se disait, bon, c'était pour les propos qu'il avait tenus sur une chaîne de télé de la place, il était donc entendu, on ne savait pas vraiment où il était, donc c'était un peu chaud. Vous vous êtes retrouvé devant la brigade de cybercriminalité, là, BCCRC, et puis on a vu aussi les scènes qu'on a vues à un moment donné. Déjà, les premières heures, qui était le problème de fond pour que vous soyez mobilisé ainsi devant la BCCLC? Déjà, il faut rappeler en fait que le camarade Kambou Olo Mathias, on parle de lui, a été pas arrêté, mais enlevé. Et chez nous, les mots ont tout leur sens. Quand quelqu'un n'a jamais été convoqué devant une juridiction ou convoqué même dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou même à la BCLCC, puisqu'il s'agit d'elle, et qu'au sorti d'une émission radio et télé, chez un de vos confrères que je ne citerai pas, il est pris, avant même qu'il ne prenne sa moto au parking, on est en droit de se dire véritablement, c'est un enlèvement. Et pendant 2 heures, nous n'avons aucune information de Kambou Olo Mathias, de 13h à 15h minimum. Okay. Il se trouve qu'après des recoupements d'informations, nous nous rendons effectivement compte qu'il est au service de recherche de la gendarmerie qui est située au centre-ville, juste derrière une maison de communication bien connue, de téléphonie bien connue, entre 16h et 17h, 18h, où il reste là-bas pendant toute cette période-là. Ensuite, il est, disons, emmené à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC, et c'est autour de 21h, entre 21h et 22h, après une audition, en présence effectivement de son conseil, Maître Sommet et Maître Kam, qu'il est emmené dans un véhicule vers une destination non connue. Première chose, l'enlèvement. Pour nous, nous estimons que dans un état de droit démocratique, ce n'est pas faisable, déjà. On ne peut pas alpaguer un citoyen comme ça dans la rue sans pour autant l'avoir convoqué au préalable et sans pour autant qu'il ait refusé d'aller répondre de la convocation dont il est question. Deuxième élément qu'on met en évidence, c'est que Kambou Olo Mathias a été auditionné par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, mais aucune notification ne lui a été adressée en termes de garde à vue. Okay. Et donc la nuit du 6 au 7, il la passe dans un endroit non connu ni de sa famille, ni de ses camarades militants, ni de son conseil. Et vous avez vu certainement la note d'information du conseil à l'époque qui avait communiqué sur cet état de fait. Donc bref, une garde à vue qui n'est basée sur aucune règle légale ou aucune situation du camarade en question. Pour nous, nous trouvons que c'est des entraves assez désastreuses qui quand même nous rappellent un peu une situation cavalière avec laquelle le camarade a été arrêté. Donc déjà, sur ces faits et sur ces entrefaits-là, il y a problème. Effectivement, quand la situation se présente pour que nous puissions demander des comptes acquis de droit, c'est le dernier endroit où Kambou Olo Mathias a été vu pour la dernière fois, dans la nuit donc du 6 au 7, de 21h à 22h, que nous allons, au petit matin, la BCLC, pour demander des comptes acquis de droit. Pas dans le sens d'aller libérer le camarade Kambou Olo Mathias. Nous sommes peut-être fous, mais nous n'allons pas rentrer dans cette dynamique sauvage pour ne pas être comme certains. Et nous sommes allés pour avoir des informations. Où est-ce que notre camarade a été emmené? Et finalement, pourquoi est-ce qu'il a été emmené et dans quel espace? On a besoin au moins de savoir où est-ce qu'il est. C'est quand même notre camarade, c'est le fils d'une famille et c'est quand même un prévenu en griffe d'un conseil qui le suit. Et pour nous, c'était tout à fait légitime. Notre respect fondamental pour les lois et les règles dans ce pays ne nous amènerait jamais à entraver ces règles et ces dispositions. Et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, vous avez vu les scènes qui sont de l'ordre de ce que nous appelons aujourd'hui la barbarie et la violence la plus dommage qu'on peut voir dans un état de droit, d'autres citoyens qui se mobilisent pour venir non pas dire qu'il faut respecter les choses en l'état, qui viennent non pas pour nous dire qu'il faut accepter les choses en l'état, mais qui viennent pour nous dire que nous n'avons même pas le droit à la parole sur cette question-là. Au point où, pendant que certains sont interrogés par la presse, d'autres viennent arracher les micros.
il s'ensuit donc des agressions verbales, avec toutes les injures que vous ne pourrez imaginer. Plus loin, c'est même de la violence physique qui est adressée à des gens qui sont juste là pour savoir où est leur camarade qui a été arrêté et à qui on n'a notifié aucune garde à vue au préalable. Ça, ce sont les faits. Pour nous, cette agression, parce que c'en est une, on a entendu dans certains médias des affrontements. Non, il n'y a pas eu d'affrontement, il y a eu une agression de certains individus qui ont passé à un moment donné que tout le monde doit se taire et regarder les choses se faire. Non, nous estimons que nous avons le droit de citer et nous avons le droit de savoir où notre camarade a été emmené. Et c'est par la suite que nous avons appris qu'il a été gardé dans un endroit que je ne citerai pas, mais surtout que effectivement il a été cette fois-ci par le biais du procureur, il a été déposé à la maison d'arrêt et de correction. Bref, voilà les faits tels qu'ils se sont déroulés entre le 5, je le disais tout à l'heure le 6, mais c'est le 5, le 6 et le 7 et les jours suivants. C'est important de rappeler ces faits parce que ça permet à l'opinion de comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas dans une logique de remettre en cause quoi que ce soit, mais nous sommes dans une dynamique de dire que sur ces entrefaits-là, il y a eu des violations graves, et ces violations graves-là, même pour notre ennemi, nous ne le souhaitons pas. Bon, maintenant, ça, ce sera juste une petite parenthèse. Il y a des choses qui se sont passées comme on le voit en image là. Nous, on avait fait un élément sur Guiro, d'ailleurs, qui s'est fait molester. Voilà. Je pense qu'il y a eu plainte. Est-ce que le balai s'était associé pour la plainte? Pas dans le cas de Guiro spécifiquement, mais nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de porter plainte. Ce que nous pouvons dire en l'état, c'est que certains de nos camarades ont été appelés par la gendarmerie. Okay. Et nous avons été entendus sur les violences, pas sur l'autre affaire, sur les violences et l'agression que nous avons subie. Et nous sommes allés répondre. Nous avons dit ce que nous avons vécu ce jour-là. Nous avons traduit de manière très fidèle ce que nous pensons qui s'est déroulé. Et nous espérons effectivement qu'au-delà de ces aspects-là, qui sont déjà à saluer dans le sens de nous entendre et de donner suite à la question, mais aussi nous avons appris par voie de presse que certains agresseurs ont été entendus et même ont été déposés. 4 d'entre eux ont été déposés. Nous l'avons appris aussi par les médias. Nous l'avons appris comme toute opinion publique qui a appris des informations. Et nous espérons que sûrement il y aurait des communications en la matière sur ces faits-là. Et au départ, vous ne saviez pas grand-chose. Après, il y a plus de précisions. J'ai dit tout à l'heure qu'il était poursuivi il est accusé d'outrage à un dépositaire à l'autorité publique. Donc après, vous savez un peu pourquoi est-ce qu'il est arrêté. Et pour certains, c'est des messages tenus. Il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent encore que c'est toujours des propos tenus en direct dans une émission. Est-ce que vous en savez plus? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes comme vous, en attente effectivement qu'on nous situe. Qu'est-ce qui est considéré comme outrage personnel? Avant, on nous disait outrage à chef d'État. Maintenant, on dit outrage à un dépositaire du pouvoir public. Il faut véritablement qu'on nous fasse la lumière de ça. Et c'est peut-être le procès qui va nous édifier sur ces questions-là. Sinon, des rares informations qu'on a pu entendre à la sortie donc de la BCLCC, le 6 au soir, c'est effectivement le 5 nuit, d'accord, c'est effectivement que ce qui lui est reproché, ce sont ses posts sur les réseaux sociaux. Donc ce qui n'avait rien à voir avec l'émission radio. La mission radio a peut-être été un appât, la constatation de sa présence là-bas, et on a envoyé des forces de l'ordre qui ont d'autres chats à fouetter que d'aller arrêter, alpaguer un citoyen qui n'avait pas daigné dire non à une convocation au préalable. Justement, Zinaba, c'est que pour quelques messages que peut-être certains ont pu voir, on ne va pas rappeler les mots ici pour ne pas tomber sous le coup de la même chose, c'est clair. Voilà. Quand on regarde, pour certains, il est quand même allé un peu fort. Libre à chacun de juger. Je pense que la critique qu'on peut avoir sur la gouvernance, la critique qu'on peut avoir sur la gestion d'un pays, la critique qu'on peut avoir sur des hauts faits de trahison, c'est des faits. Maintenant, chacun y va de sa formule
de sa manière de penser, de sa manière de rendre. Et à partir de là, si on estime qu'il y a outrage, il faut qu'on en fasse la démonstration. Pour l'heure, la démonstration n'est pas encore faite. C'est le fond du procès. C'est le fond du procès. Et raison pour laquelle nous estimons que le procès, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que non seulement, comme je l'ai dit au départ, nous sommes pour le principe des libertés, liberté dans tous les sens du terme, mais nous sommes aussi pour que la justice fasse la lumière sur des faits comme ça. Raison pour laquelle le conseil est réuni, ses conseils, ou du moins ses avocats sont réunis, pour qu'effectivement on nous fasse la démonstration qu'il y a eu véritablement outrage à un dépositaire du pouvoir public. Sinon jusque-là, ce n'est que des spéculations. Certains de vos pourfendeurs disent, bon, si on veut que la justice puisse faire son travail, autant la laisser sereinement le faire. À chaque fois, il y a des mobilisations qui sont faites. Je pense que même pour le dernier procès, certains se disent, mais pourquoi est-ce que vous n'attendez pas tranquillement? Mais attendez, quand on dit procès, ça nous rappelle en fait l'esprit grégaire de certains, et vous avez même dit pourfendeur, ça a tout son sens. Nous sommes dans une situation où notre camarade est arrêté. La loi nous permet d'aller le visiter à Lamako. Est-ce qu'on a le droit d'aller le voir à Lamako? Oui. Nous allons prendre des permis et nous allons le voir à Lamako. Est-ce que la loi nous permet, nous, en tant que camarades, en tant qu'amis, en tant que militants d'une même organisation, est-ce que sa famille, est-ce que ses conseils ont droit d'assister au procès qui est public? On n'a pas encore dit que le procès est à huis clos, mais le procès est public. Est-ce que nous pouvons y aller? Naturellement, nous devons y aller et nous y allons. C'est une marque de solidarité, de soutien aux camarades, mais c'est une marque de solidarité, de soutien pour dire que nous n'allons plus permettre, où nous n'avons pas permis hier, nous ne le permettrons pas aujourd'hui, nous n'allons pas permettre demain que les libertés soient confisquées et que la liberté d'opinion devienne un Rubicon qu'il ne faut pas franchir. Non, le citoyen burkinabé, les 21 millions de Burkinabés que nous sommes, ont le droit de dire ce qu'ils pensent de la gestion. Maintenant, si on estime que cette gestion, ou du moins cette manière de dire là, est un outrage quelconque, ou est une manière de dire qu'on n'accepte pas, parce que la loi condamne cela, effectivement, il faut qu'on nous fasse la démonstration. Et c'est jusqu'à ce niveau-là que nous sommes. Maintenant, la mobilisation, effectivement, au palais de justice, ce n'est même pas une mobilisation appelée. C'est même des camarades qui ont émis le souhait d'aller assister à ce procès. Parce que, mine de rien, c'est un procès qui traduit la situation dans laquelle nous sommes. C'est un procès qui traduit le refus de se taire vis-à-vis du chaos dans lequel nous sommes en train de partir. C'est un procès qui traduit la vérité dite par des bouches sans voyelles et une vérité qu'on veut nous cacher. C'est un procès qui traduit la malgouvernance qui a été dénoncée par un individu, par un citoyen, qu'on veut facilement, à qui on veut dire facilement, ferme-la une bonne fois pour toutes et permet aux autres... Est-ce que c'est pas aussi un raccourci? Parce que on est libre, c'est vrai, de choisir ses mots, mais on a la responsabilité d'y répondre. Mais jusque-là, mais vous savez ce qui fait la grandeur du camarade Kambo Olo Mathias et ce qui fait la grandeur des épris de justice et des libres d'opinion, c'est que devant le tribunal, devant le procureur, à la BCLCC, Kambo Olo Mathias n'a jamais dit qu'il renie ce qu'il a dit. Ok. Jamais. Et il ne le dira jamais. Pas par fierté ou par orgueil, mais parce qu'il estime que ce qu'il a dit est une chose qui doit être dite. Il y a même un article, une rubrique qui a été publiée dans un journal de la place qui dit que le président de la n'est pas... Il y a des mots qu'on ne dira pas ici. Il y a des mots qu'on ne dira pas ici. Bien évidemment. Donc, on ne peut pas nier aux citoyens son droit de dire ces choses et de les assumer pleinement et en toute responsabilité. Et c'est ce qui a été fait. Dernière question, Zinaba. Quel est votre regard sur la question de l'expression des libertés ces derniers temps? Mais en même temps, je le mets en lien avec une réalité. On a en ouverture du JDS passé le Fonds patriotique qui avait un rendez-vous qui avait été perturbé. Le vôtre, de peu, il y aurait eu... on aurait pu avoir constaté le pire. On a l'impression que maintenant, on se bagarre plus qu'on argumente. Non. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on ne se bagarre pas plus. Avec la jeune génération que vous êtes. Non. Aujourd'hui, on ne se bagarre plus qu'on argumente, mais il y a des bagarreurs nés, formés, engagés, debout, qui à chaque moment qu'il y a une manifestation qui ne va pas dans le sens du régime, qui sont automatiquement alpagués ou qui sont automatiquement agressés. Je vous donne des faits. Le 19 février, après le coup d'État du 24 janvier, il y a eu la grande manifestation
à la place de la révolution pour soutenir le MPRCR. Ce n'est pas une manifestation qui a été refusée. Elle a eu lieu, cette manifestation. Mais la manifestation du M30, Naba Wobro, de Mme Monique Yelikam, ne serait-ce qu'une conférence de presse, elle a été agressée, boycottée et violentée à sa conférence de presse. Deuxième élément que je cite, le Front patriotique qui fait son lancement à Cardinal Paul Zungrana. Ce sont des loubards, des gens baraqués d'une certaine corpulence qui se présentent sur les lieux pour excusez-moi de l'expression, voilà, pour agir de la manière la plus sauvage et la plus violente possible. La manifestation du ballet ou la présence des militants du ballet devant la BCLCC la dernière fois, la même rengaine, la même haine, la même agression, la même manière d'agir. Bref, quand il y a des situations comme ça, naturellement on doit sentir que même le gouvernement se plaint de ces actes de violence qui ont cours et qui ont lieu. Encore plus grave, dans le cas du Front patriotique, il y avait un député parmi eux. Les images sont là, elles témoignent de quelque chose. Il y a une procédure qui a été lancée, peut-être par le Front patriotique. Oui, on espère qu'elle va aboutir. Mais déjà, quand on entend des audios qui disent qu'il faut exterminer des communautés, qui disent qu'il faut violenter des gens, qui disent qu'il faut aller saccager tel ou tel espace et ainsi de suite, et que dans des cas pareils, on ne voit pas le gouvernement en train de se prononcer, il y a un hiatus quelque part qui peut s'apparenter à une forme de caution de ces actes-là qui ne peuvent pas prospérer dans un état de droit démocratique. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'en définitive, ce n'est pas tout ça qui fait qu'on met tout le monde dans le même panier? Les OSC, quand on entend OSC aujourd'hui, le Burkinabé, il est déçu. Malheureusement, vous avez des OSC aujourd'hui qui, quand elles veulent organiser une activité, elles l'organisent avec des arguments. Argument pour argument. Argument, quand on dit argument, c'est des arguments on les définit, on en discute. Si on vous dit aujourd'hui de venir vous prononcer sur la situation sécuritaire, les gens vont se prononcer sur la situation sécuritaire. Sur la gouvernance, on va se prononcer sur la gouvernance. Avec nos mots, avec notre manière d'agir, avec notre pluralité d'exercice de ce que nous estimons faire. Mais il y a des OSC aujourd'hui, malheureusement, où il y a des représentants d'OSC aujourd'hui qui ne comprennent que l'argument de la force. Et je vous ai cité les 3 exemples. Mais alors au-delà, puisqu'on parle de liberté, puisqu'on parle de liberté, il faut en parler. Vous-même, la presse, plusieurs fois, la presse a été interdite de filmer le président. C'est un droit inaliénable. On a le droit de filmer le président du Faso. On ne peut pas nous interdire, ou du moins on ne peut pas interdire à la presse de présenter le visage du président dans ses hauts faits, au Conseil de ministres. Mais c'est passé comme une lettre à la poste pour l'opinion. Bien vrai que la presse en a réagi et félicitations à elle et bravo pour ce combat-là. Aujourd'hui, le CSC, qui est une institution qui doit être une institution à part entière dans le contrôle de ce qu'on appelle la communication, le Conseil supérieur de la communication. Jusqu'à aujourd'hui, on peine à prendre un décret pour que le président soit installé, bien qu'il ait gagné les élections. Mais c'est des prérogatives du président. Mais pourquoi ça traîne? Parce que les gens n'ont pas intérêt à ce que peut-être ce conseil-là, supérieur de la communication, existe sous la forme de l'homme qui doit diriger le conseil, bien qu'il ait gagné. Allons plus loin. Hier, 17 septembre 2022, la manifestation de Waïguya, des forces vives de Waïguya, des organisations de la société civile de Waïguya, lance un appel patriotique pour dénoncer la situation chaotique de la sécurité dans leur région, la région du Nord. Une manifestation qui, non seulement est interdite la veille, mais mieux, on envoie des FDS aller quadriller l'espace pour dire que la manifestation même si on outrageait ou du moins on surpassait le refus, effectivement la manifestation n'allait même pas pouvoir se tenir. Nous sommes dans un recul des libertés individuelles et collectives, nous sommes dans un recul de la démocratie chez nous, nous sommes dans un recul des droits élémentaires des populations et à un moment donné, il faut qu'on arrête la casse et que finalement les gens se rendent compte qu'on n'est pas dans un état d'exception, on n'est pas dans un état policier, on n'est pas dans un état où il n'y a qu'une seule vision du Burkina Faso qui doit compter pour certains individus. Merci bien Zinaba Rasmani. On va suivre l'évolution pour ce qui est de cette affaire Olo Mathias. On verra donc qu'est-ce qui est dit de ce qu'il aurait dit, évidemment, s'il a passé les lignes ou pas. C'est bien cela. Merci en tout cas d'être passé. Je rappelle que vous êtes le chargé à l'organisation du mouvement Le Balai Citoyen. Merci beaucoup. On va terminer par la dernière rubrique de ce JDS, c'est la partie sport.
Et dans cette partie sport, on va s'intéresser à la Ligue 1, qui a débuté d'ailleurs hier, une première confrontation. C'était Salitas Royal FC 0-0, donc un score nul et vierge. Et c'est dans cet élément qui nous est proposé par Hyacinthe Savadogo. Zéro but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Salitas et le Royal FC lors de la première journée de la Ligue 1. Dès l'entame du match, pas de ronde d'observation. Les occasions sont du côté des Colombes de Ouaga 2000. Sur ce corner, le capitaine Souleymane Kwanda passe tout près d'ouvrir le score, mais son coup de tête est contré. L'instant après, c'est Saban Kaboré qui devance la défense du Royal, mais il soulève trop le cuir. Des actions de but, il y en a eu pour le club Salimata Itasere en première période, mais aussi avec beaucoup de maladresse. À quelques secondes de la pause, les Colombes ont failli se faire fouetter, mais c'est le poteau qui les sauve. À la seconde partie, c'est le Royal FC qui va prendre les choses en main. Sur cette passe de Hamza Barrow, Ahmed Koné frappe, mais le gardien écarte le danger. Après avoir tout tenté, les 22 acteurs ont fini par sauver l'essentiel et se partagent les points. Pour le coach des Colombes, c'est une mauvaise entame pour son équipe. On est mal rentré dans la compétition, mais je pense que ce n'est que le début, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, donc un match nul à domicile face à Royal, je pense que c'est pas... Bon, on ne va pas cracher là-dessus, mais je dirais qu'on est mal rentré dans la compétition. Beaucoup de regrets parce que je pense que chaque équipe a eu son temps fort et je pense qu'en première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pas pu les concrétiser. Mais je pense que d'abord, c'est le plus important. Quand une équipe arrive à se créer des occasions, je pense que le reste, ça va venir. Même si les maîtres à penser de Royal FC reconnaît que l'équipe d'en face était de taille, les siens pouvaient faire mieux. Tout compte fait, ce nul est bon à prendre. Oui, c'est bon. Et c'est surtout le comportement de mon équipe qui m'a beaucoup plu. Voilà, les jeunes joueurs. J'ai commencé l'entraînement une semaine seulement. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là, on aurait pu faire plus. Mais dans le championnat, il y a match nul. Il y a le gain, il y a le gagner les matchs et puis à perdre. Et je pense qu'un match nul dans des circonstances comme ça, c'est encore bien. Tout simplement le manque de concentration devant les buts. Les dernières passes ne sont pas bien faites. Voilà, je suis en train d'insister sur ces aspects-là parce que je suis en train de trouver que c'est les attitudes, la concentration, l'application dans tout ce qu'on fait, c'est ça qui est leur défaut. Sinon, c'est des joueurs talentueux. Ainsi donc, Salitas et Royal FC se neutralisent à cette première journée de la Ligue 1. Beaucoup de regrets pour les Colombes qui pouvaient déjà lancer leur saison au vu du nombre d'occasions ratées. Salitas donc qui a été face à sa bête noire, on dira comme ça, un Royal FC, score nul et vierge. Je suis rejoint sur ce plateau par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Et ensemble, d'être là. Merci. Ensemble, on va recevoir Julien Tiendré-Béogo, qui est le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Bonsoir. Oui, bonsoir Vaya, bonsoir mon ami Claude. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Et tout à l'heure, on avait ce match à Salitas Royal FC. 0 but partout. C'est le, on m'a dit c'est le premier match pour la première journée du Face au foot. On entendait le coach du Salitas qui disait que bon, on n'a pas eu assez de temps comme ça pour nous préparer, donc il est quand même fier de la prestation. Je ne sais pas de combien de temps il voulait disposer pour préparer son équipe, mais de toute façon, il faut dire que le championnat s'est arrêté depuis fin mai. Donc, si de fin mai à maintenant, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, je ne sais pas à quel moment il aurait pu se préparer, mais non. Mais ça peut dire que, bon, le championnat même aurait dû commencer depuis donc, le mois d'août.
Voilà, par rapport au calendrier qui avait été donc adopté depuis longtemps. Mais je pense aussi que ça a été décalé de quelques semaines, c'est pas grave. Déjà que le championnat commence, c'est déjà important de voir qu'on a vu un engouement au stade déjà. Ça prouve que le Burkinabé attendait donc la reprise du championnat depuis très longtemps. On avait beaucoup faim. Maintenant, le spectacle qui a été donné de voir par rapport donc à ce match entre Salitas et Royal, c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que c'est pas un derby, mais ça ressemble plutôt de plus en plus à un match aussi enlevé, parce que Royal semble être la bête noire de cette équipe de Salitas. Salitas n'arrive véritablement pas à battre donc l'équipe de Royal. Même quand Salitas était dans ses moments les plus forts, c'était un peu difficile. Qu'à cela ne tienne, mais on a quand même vu un match assez plaisant où il n'y a pas eu, c'était pas beaucoup engagé, mais il y avait beaucoup plus de jeux que de l'engagement, que de l'agressivité. Donc l'esprit était bon. C'était un 0-0. C'est vrai que c'est pour un début de championnat, mais pour moi, personnellement, j'ai été quelque peu satisfait parce qu'on a vu un peu quelques schémas de jeu qu'on a pu mettre en place. 0-0, ça satisfait tout le monde, c'est le début, c'est au petit trou. Maintenant, pour les autres résultats aussi, il faut le dire, c'est Raimo qui commence, le promu qui commence mal sa saison, puisque Raimo a été surpris sur ses installations par l'équipe de l'Asfa Yenenga 1-0 en ouverture donc, de ce championnat, grâce donc à Noufessier qui est quand même un vieux de la vieille, du côté donc de l'Asfa Yenega. Et puis on l'a vu en Royal et Salitas, on fait 0-0. La SEC de Koudougou, dans les derniers instants, a battu l'équipe de l'ASFB dans la douleur. 1-0. Du côté donc de Zignaré, samedi, Majestic Sporting Club et l'AS Police se sont neutralisés avec un score blanc. Et puis aujourd'hui, on a pu suivre deux matchs. Un match ici à Ouagadougou entre le Real du Faso qui faisait sa première apparition dans l'élite du football. Eh bien, dont on a les images d'ailleurs. Dont on a les images. Dont on a les Real du Faso et faux. Voilà, Real du Faso qui est habillé évidemment en jaune et vert pratiquement contre l'équipe de l'étoile filante de Ouagadougou dans ses traditionnelles couleurs donc bleu et blanc. On a vu un match assez plaisant, assez enlevé, et puis donc c'est l'équipe du Real du Faso sur ce coup franc bien exécuté qui donc réussit à prendre l'avantage au score, 1-0. On voit que le gardien s'est quelque peu troué, mais il faut dire que la frappe aussi était superbe, et puis bon, ça permet à l'équipe du Real du Faso de commencer très bien sa saison. Très réaliste, parce que quand on regarde, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions, c'est pratiquement la seule occasion. Ils arrivent à scorer là-dessus. Tout à fait, je pense que c'est du réalisme. C'est du réalisme. Et puis également aussi, il faut dire que pour les premières aussi, c'est quand même bon à prendre, et que même pas bon à prendre, je pense que c'est un exploit déjà pour un promu qui arrive et qui détrône l'étoile filante de Ouagadougou, qui reste quand même aussi une mastodonte du football burkinabé, l'étoile qui tombe 1-0, avec la manière aussi du côté donc du Real du Faso, une équipe qu'on attend beaucoup, parce que on a vu déjà même en deuxième division, ils donnent des joueurs en équipe nationale, donc ça veut dire que c'est une équipe dont on attend beaucoup, et ça veut dire beaucoup de choses. Et puis il faut dire du côté de Bobo Dioulasso, c'est l'USFA qui a eu un pétard mouillé face donc au Racing Club de Bobo Dioulasso, puisque les Tigres de Diaragoudou, avec deux griffes, donc ont réussi donc à mettre à terre les militaires, 2-1, et puis deux matchs en retard, deux matchs qui sont reportés, en tout cas AS Douanes Vitesse et Sonabel RCK. Vous le savez pourquoi? Parce que ces deux équipes, donc le RCK et l'AS Douanes, sont en campagne africaine. Et puis bonne nouvelle pour le RCK en campagne africaine, puisque le RCK se qualifie pour le prochain tour après sa victoire sur l'Ashanti Kotoko de Koumassi au stade Babayara Stadium à Koumassi. Eh bien, les Burkinabés avaient un but de retard. Eh bien, les garçons donc de Amadou Sampo ont réussi à remettre les pendules à l'heure grâce à Draman Kambou sur un super coup franc qui égalise. Et puis bon, les tirs au but, on a vu un excellent Babayoure Sawadogo qui évidemment, comme quoi, pendant sa revanche, il n'a pas été appelé par Hubert Velud. Il n'a pas été aussi aligné lors des tirs au but dans les éliminatoires face à la Côte d'Ivoire. Eh bien, il montre de la plus belle manière qu'il est aussi fort dans les tirs au but, puisqu'il arrête 2 tirs au but. Les Ghanéens ratent 3 tirs au but. Il arrête 2 tirs, puisque le troisième passé à côté. Et il vient, il prend le troisième pénalty, il marque
pour une victoire du RCK 3-1. On peut dire qu'à lui tout seul, il offre la qualification donc au RCK qui passe donc au prochain tour. On attend mardi également aussi l'AS Douane qui joue contre le Real de Bamako du côté donc du Mali. On espère que les Gabelous vont suivre les pas des cheminots pour 2 qualifications des Burkinabés. D'accord. On est avec Julien Tiendribego, secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. La Ligue 1 s'est repris. Tout à fait. Premier week-end. Impression déjà. Je voudrais commencer à vous remercier, vous qui avez accepté nous inviter pour partager l'actualité de la Ligue 1 avec vous. Les impressions sont bonnes parce qu'on a ouvert le championnat à Bobo. Voilà, le retour que nous avions eu, le stade était pratiquement plein, ce qui est une très bonne chose. Tous les 6 matchs programmés ont été très bien exécutés. Au niveau de la Fédération burkinabé, la Ligue de football professionnel, nous sommes en train de mettre en œuvre certaines innovations, certaines réformes. Alors, pour nous, c'est un top départ. C'est un top départ. Voilà. Ok. Voilà. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations cette année. On a vu que la Ligue est revenue sur les conditions pour départager les clubs qui se trouvaient en égalité dans ce championnat. On ne privilégie plus la confrontation directe, mais c'est le goal average. Pourquoi ce changement alors que il y a 2 ans, c'était ça qui était en œuvre. L'année passée, on a changé pour les confrontations directes et cette année, on revient. Est-ce que ça ne fait pas trop de changements quand même en l'espace de 3 ans? Ça peut être trop. Mais tout changement qui peut nous permettre d'avancer n'est pas du trop. Parce que ce que nous avons constaté, c'est quoi? Je sais que tu n'as pas me contredit. Le critère de changement sur la confrontation directe n'était pas dans notre logiciel de gestion de compétition. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise innovation qui a été introduite. Okay. Mais l'innovation n'est pas prise en compte par le logiciel de gestion. C'est-à-dire quoi? Si, au terme de la journée, on fait l'analyse des rapports de match, on intègre dans le logiciel de gestion de compétition. Si le classement que le logiciel nous donne n'est pas en conformité avec le règlement, parce que le critère de la confrontation directe n'est pas intégré dans le logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On prend le classement. Est-ce qu'il ne fallait pas paramétrer ou est-ce que ce n'était pas possible de paramétrer? Voilà. Oui, j'arrive. J'espère que je peux quand même continuer jusqu'à... Allez-y. Voilà. C'était une question logique. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, c'est pour ça. D'accord, allons-y. Voilà, donc à notre niveau, nous avons estimé que c'était mieux de s'en tenir aux conditions d'ordre global parce que le championnat se joue sur 30 journées et l'autre argument, je le laisse, comme vous avez une question sur là-dessus, on va revenir dessus. Alors, à notre niveau, parce que vous-même, les médias, vous vous en sortez pas, c'est-à-dire que nous, on fait une analyse d'interprétation pour faire le classement, c'est ça. Et quand on fait l'analyse d'interprétation, après, d'autres personnes, d'autres acteurs ont une autre lecture du classement. Donc, nous avons préféré nous conformer à ça. Comme Claude l'a dit, ce critère aussi existait déjà. Voilà. Maintenant, la question, pourquoi ne l'avons pas intégré dans le logiciel? Oui, aucun critère n'est meilleur que l'autre. Quoi qu'on dise, vous avez suivi toute l'actualité. Au-delà du paramétrage du logiciel, il y a quand même le débat qui a été posé à un certain moment. Parce que vous parlez de confrontation directe. Confrontation directe pour un classement final. Il y a quand même un débat qui s'est posé. Moi, j'ai écouté même sur vos plateaux, sur le plateau de JDS, sur les autres plateaux. Les gens ont remis en cause, quelquefois. Ça peut être un argument fondé ou infondé. Mais à notre niveau, nous travaillons surtout à avoir des critères plutôt objectifs qui peut nous, en tout cas, faire surpasser les polémiques
inutile. Mais est-ce que vous ne faites pas de l'économie en même temps? C'est des matchs comme Non, parce que l'économie, dans quel sens? Non, peut-être que ce que je voulais peut-être signaler, c'est peut-être quels sont les avantages que cela allait nous donner, que ce soit, est-ce que vous avez fait un avantage comparatif par rapport donc à la confrontation directe et au goal à virage. C'est vrai que le goal à virage, l'une des conditions, ça va permettre également de marquer beaucoup, parce que comme ça va être un critère pour départager, donc c'est celui qui marque le plus qui à un moment donné peut être récompensé. Non, donc Claude, ça peut... moi je ne te laisse pas continuer, c'est relatif. Le critère qu'on a introduit, c'est quoi? J'arrive. Il vous a laissé continuer et vous avez demandé cela. Le critère qu'on a introduit, c'est quoi? Le goal différentiel global. Ok. Ensuite, le goal différentiel en fonction du nombre de buts marqués par le club. Si c'est le nombre de buts qu'il avance comme argument, moi je base ça en retrait. Ça n'avance pas parce que tout simplement les deux critères phares qu'on a avancés restent offensifs. Ce sont des critères offensifs. Vous m'avez pas laissé. Mais je veux dire. Mais ce qu'il disait, c'est que ça pourrait ajouter au jeu. Non, ce que je voulais dire simplement, parce qu'il ne m'a pas laissé continuer, c'était pour développer les puristes les adeptes de cette règle de l'avantage de goal à virage. Les raisons qu'on avance, c'est le but. Ce sont les buts. La confrontation directe, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les matchs sont plus enlevés entre des équipes qui sont opposées, parce qu'au décompte final, c'est ça qui va peser. C'est ce que je vais dire. Sinon, je ne dis pas que ce que vous avez choisi ou ce que vous avez... de toute façon, on est tous là pour le même Après, il faut trancher. Après, il faut trancher. Vous avez fait le choix, c'était juste pour savoir, mais c'est pas qu'on voulait mettre en cause. Je veux dire que de façon universelle, si vous prenez d'un championnat à l'autre, ça change. Les critères changent. Tout à fait. Voilà. De notre analyse, je ne peux pas aussi... les rapports du match sont confidentiels. Voilà. De notre analyse, nous avons estimé que revenir à ces critères sont plus opportuns. Mais je ne dis pas que c'est meilleur. Ça, je préviens de dire. Non, il n'y a aucun... D'accord. Voilà, Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui manque dans notre système, Claude était à la Ligue de football professionnel avant de partir, les critères qu'on a introduits concernant la confrontation directe, ça n'a pas été pris sur la base d'une étude assez objective. Okay. Je le dis, c'est une analyse comme Claude vient de le faire tout de suite. Les analyses ont toujours leurs limites. C'est cela. Par rapport à une étude, c'est autre chose. Mais ce que nous avons proposé dans notre rapport global, tous ces éléments doivent faire objet d'études. On prend tous les éléments, les critères d'analyse qu'on veut, les critères de classement qu'on veut le faire. On fait objet d'études. Force, faiblesse, opportunité, qu'est-ce que ça offre? Et ensuite, on interroge tous les acteurs du système, de l'écosystème, si vous voulez, et on arrive à une situation. Ce n'est pas fait. Sur le moment, on passe sur des analyses. Je vais dire que Claude, nous ne disons pas que ce qui est arrêté cette saison est la meilleure. Non, mais c'est un choix, vous avez tranché. On va évoluer dans le débat. C'est pas un débat. Vous avez parlé des innovations. Voilà, c'est des innovations. Vous avez parlé des innovations. Vous avez tranché. Vous avez préféré le retour au goal à virage. Quelle autre innovation? Alors, au niveau des innovations, c'est d'abord au niveau des couleurs. Quoi qu'on dise, on a suivi quand même une actualité qui n'honore pas notre football. C'est un championnat d'élite, notamment ASK Royal sur les questions de maillot. On n'a pas pu jouer un match de championnat l'année passée pour des questions de maillot. Voilà, nous avons revisité le calendrier et le règlement. Voilà, nous avons trouvé que les dispositions qui étaient dans le règlement n'étaient pas suffisamment fortes par rapport au règlement général de la compétition. Donc ce que nous avons fait, nous avons juste renforcé cette disposition avec les dispositions du règlement général de compétition. Et nous avons, dans le règlement général de compétition, c'est l'arbitre qui est maître à décider quand il y a une confusion de couleurs. D'accord. Voilà, ça a été réglé. Et nous avons, comme ce qui est le fait
d'habitude, ce n'est pas une nouveauté. Voilà, les clubs déclarent leur couleur auprès de la Ligue de football professionnel. C'est-à-dire que si vous dites que vous portez du noir-jaune à domicile, si vous ne le portez pas, vous êtes frappé d'une amende. Voilà, l'arbitre va régler les questions pratiques pour qu'on joue le match, mais vous êtes frappé d'une amende. Alors, si on essaie d'avancer, ce que nous avons voulu faire, nous avons voulu donner plus d'animation à notre championnat. L'animation aussi part dans le sens de l'équilibre de notre calendrier. Si vous avez prévu notre calendrier, si vous prenez de la première à la 30e journée, si vous prenez Ouaga fait entre 4 et 5 matchs. Et c'est équilibré comme ça toute la saison. Ouaga fait entre 4 et 5 matchs. Et Bobo fait entre 3 et 2 matchs. Le jour que Ouaga fait 5 matchs, la journée où Ouaga fait 5 matchs, nous avons 2 matchs le vendredi, nous avons 2 matchs le samedi et 1 match le samedi. Je m'explique. Parce que nous avons adossé des concepts à ça. Le vendredi va tourner entre... À Bobo, où il y a 3 matchs, les matchs seront étalés sur vendredi, samedi, dimanche. Donc les matchs avancés vont tourner entre 1 à 3 matchs le vendredi. Nous avons appelé ça after work. Je le dis, le concept n'apporte pas un changement technique significatif. Mais l'objectif du concept, c'est d'apporter une animation au championnat. Ce que nous voulons, c'est quoi? Quand on dit after work, nous sommes dans l'actualité de la vie quotidienne. Voilà, after work, les gens se préfèrent se retrouver juste pour partager un verre, échanger avant de rentrer. Notre objectif, c'est d'insérer l'actualité de la Ligue 1 dans le vécu des Burkinabés, que ce soit à Ouaga ou à Bobo, parce que after work, vous le verrez dans le calendrier, c'est à Ouaga ou à Bobo. À Ouaga et à Bobo du moins. After work, pour nous, les gens peuvent insérer, quel que soit le secteur d'activité, dans leur quotidien. On peut s'arrêter, faire une halte sportive, regarder juste un match avant de rentrer. C'est ce que nous voulons. Ensuite, il y a Samedi Foot. Samedi Foot, si vous regardez, Samedi Foot va varier entre 3 à 5 matchs. Samedi Foot va varier entre 5 à 5 matchs. C'est beaucoup. Mais ce qui est recherché ici, c'est quoi? Nous voulons le retour du football national à la radio. À la radio. Voilà. D'accord. Parce que si vous prenez en compte, nous prenons en compte aussi le contexte national. Le contexte national, on a des mouvements humains et une crise humanitaire avec tout ce qu'on connaît. Nous espérons qu'avec le retour à la radio en renfort va permettre aux déplacés internes, aux forces de défense qui sont dans tout le cul, de pouvoir écouter l'actualité. Parce que ça serait, hormis la Ligue 1, si vous avez regardé nos calendriers, la Ligue 2 aussi, on a programmé les matchs essentiellement le samedi. Ce que nous voulons samedi, que ce soit une fête du football national, que les championnats, le championnat Ligue 1, Ligue 2, qui sont la vitrine de notre football, soit une fête. Quoi qu'on dise, vous avez suivi Claude Le Sey, c'est un doyen, il est là avant moi. Voilà, nous ne voulons pas que notre championnat soit un sujet de crispation. Nous voulons que notre football soit un sujet de joie, de fête, de décomplexion, d'intérêt. C'est ce que nous voulons. Samedi Foot, nous voulons que samedi, au Burkina Faso, on parle que du football. La troisième innovation qu'on a introduite dans le calendrier, c'est la balle de match. Si vous regardez très bien notre calendrier, la balle de match, c'est au maximum et en constance 2 matchs. Une balle de match à Bobo, une balle de match à Ouaga. Il y a 2 justifications. La justification, c'est que ces matchs, nous regardons l'opposition. Est-ce que l'opposition peut nous permettre d'attirer un peu plus de supporters? Voilà, donc nous retenons ces oppositions. Voilà, mais ce n'est pas la discrimination parce que c'est un domaine de passion. Si on le dit, pourquoi moi on ne m'a pas mis, alors que notre match aussi pouvait faire, mais non, ce n'est pas ça. C'est un choix stratégique. Et ensuite, la balle de match, c'est dimanche à 16h.
Dans notre objectif, quelqu'un peut bien venir dimanche, suivre un match. Le match finit de 16h à 18h, le match est fini. Il peut bien aller faire son week-end, rentrer tranquillement chez lui et reprendre lundi. C'est pour cela que c'est digeste. C'est digeste. Et dans notre entendement, la balle de match devrait être un match, en tout cas, diffusé sur les ondes de télé. Ça, c'est nos objectifs. Tout ne dépend pas de nous. Voilà. Et pour terminer sur une appréciation globale sur les concepts dont nous avons détaillé, que je suis en train de le dire, peut permettre aujourd'hui, quoi qu'on le dise, nous sommes dans une situation économique difficile. Les partenaires ne se bousculent pas pour financer le football. Nous avons donné 3 opportunités aux partenaires, aux sponsors ou aux marketeurs qui peuvent se glisser et permettre, aujourd'hui, ce que nous visons, c'est surtout avoir plus de partenaires pour permettre les clubs d'avoir plus de revenus et surtout prendre en charge les athlètes. Nous ne disons pas que nos concepts sont les meilleurs, mais nous allons essayer. C'est un essai que nous lançons, mais nous allons mener en fond pour voir ce que ça donne. Après, on va évaluer. Est-ce qu'il faut aller comme ça? Il faut le faire autrement. Nous avons reçu déjà des observations. Moi, je ne dis pas d'écrire des observations parce que tout ce qui s'intéresse vise à observer. Est-ce qu'ailleurs, ça se fait comme ça? J'ai dit non. Pourquoi on doit faire ce qui se passe ailleurs? Regardons. Aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de mobiliser, nous avons besoin de communiquer. Et nous avons déjà partagé des visuels types que nous allons utiliser pour ces concepts. Dernière innovation, c'est la production et la diffusion de la Ligue 1. Okay. Alors, les autorités fédérales ont décidé de s'adhérer à un projet de FIFA qu'on appelle FIFA+. FIFA+ vise à produire et à diffuser les matchs des championnats locaux en mode streaming, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux. Donc les autorités fédérales se sont engagées et nous les remercions pour cette option qui va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de venir au stade pour suivre certains matchs. Parce que notre objectif, c'est passer en mode streaming 240 matchs la saison. D'accord. Bon, on ne va pas se mentir. L'obstacle premier, il y a 2 obstacles. La qualité de nos infrastructures sportives. Le deuxième obstacle, c'est le réseau Internet. C'est-à-dire que sur ceux qui ont tenté de suivre Real du Faso et Faux ont eu quelques difficultés. Elle est essentiellement liée à la qualité du réseau. Parce que le prestataire qui est là, c'est un prestataire, en tout cas reconnu, pour ce type de service. D'accord. Donc, au cours de cette saison, cette première journée, nous avons eu du moins 3 matchs en mode streaming. L'avantage, c'est quoi en mode streaming? Vous êtes du média. C'est-à-dire que le match ASEC, ASFB, Real du Faso, il faut et le match, comme on appelle ça, qui s'est joué au municipal hier, on a une base de données de 90 minutes. L'avantage, c'est quoi? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le club ou les médias peuvent extraire les films de ces matchs pour produire les prestations des joueurs, parce que nous sommes dans un domaine de marketing. Un joueur, ça se vend. Mais maintenant, il faut avoir des éléments sur le joueur pour le vendre. Mais si vous n'avez même pas toute la saison une production de 90 minutes d'un joueur, vous faites comment? Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec FIFA+, c'est un projet de promotion intégrale de notre football. C'est très ambitieux, c'est très intéressant, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est bien amener les gens au stade. Ça, c'est l'objectif, parce que c'est seulement comme ça qu'on construit une économie qui commence à fonctionner. La radio, moi quand j'écoute avec Samedi Foot, c'est déjà très intéressant. Bon, vous parlez du live sur Internet, il y a beaucoup d'alias derrière, parce que la connexion Internet, on connaît bien chez nous. Et puis, à la vérité, même l'accès à Internet, je pense que International Live Stat disait qu'on était à quoi 10% de personnes qui se connectaient au moins une fois l'année, donc ça veut dire que c'est encore à l'étape embryonnaire. Voilà, et puis c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Donc maintenant c'est très intéressant, mais ne nous oubliez pas, nous les médias.
Parce que c'est ensemble qu'on va construire cette affaire. On ne va pas aller seulement dans le coin live, prendre des images et venir vous faire des montages et gratuitement vous faire de la publicité. Il faut venir vers nous pour qu'on travaille. Ça, c'est une réalité. Je suis content déjà pour la question des radios, parce qu'il y a les télés, pour la plupart en termes de contenu, ont envie aussi d'accompagner notre championnat. Quelles sont ces radios qui accompagnent? Ou il y a des démarches qui ont été faites vers des radios ou des télés ou des médias ou en tout cas... Bon, c'est la personne ici. Hein, mais voilà. Oui, donc ce que je veux souligner, c'est juste un premier pas. D'accord. Voilà, nous sommes en train de dévoiler notre projet, nos ambitions. Et dans les jours à venir, au niveau de la Ligue de football professionnel, nous allons rencontrer tous les médias. En tout cas, partager les projets, écouter le retour comme tu es en train de le faire. Je trouve que c'est très intéressant. Et ensuite, quoi qu'on dise, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement d'austérité. Il n'y a pas l'argent. Ce que nous voulons, nous n'avons pas indexé une seule radio pour lui dire de venir peut-être à Samedi Foot positionner. Nous offrons des opportunités. Au niveau de la Ligue de football professionnel, notre calendrier que nous avons adopté, nous offrons des opportunités. Et au niveau de la Fédération burkinabé de football, notamment la commission en charge du sponsoring, du marketing, qui nous ont en tout cas attentifs, ils nous ont accompagnés dans tout ce processus. Parce qu'il faut le dire clairement que nous avons fait tout ça avec eux. On a exposé, ils ont accepté que c'était assez intéressant. Voilà. Donc la prochaine étape, et je préfère le dire, certains ont dit non, le championnat est déjà dépassé, mais si nous voulons construire quelque chose de durable, on ne peut pas être suffisamment très précis. Quoi qu'on dise aussi, parce que quand on dit after work, ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Bon, on nous dit de le dire en moré, en djoula, en français, tout ça. Voilà. Non, mais ça, il y a des spécialistes de la communication qui accompagnent qui font cela. Voilà, donc c'est after work, samedi foot, la page de match, la production. Voilà, je vous dis que c'est un premier pas. Nous avons fait la conférence de presse, nous sommes en train de dévoiler le projet. Et pour nous, c'est travailler à ce que ça soit durable. D'accord. Voilà, même si moi j'avais juste quelque chose à soulever par rapport aux innovations. Vous avez parlé donc en termes de jeu de la loi qui permet donc les remplacements. Donc c'est 5 remplacements en 3 temps. Mais je dis, il va falloir aussi divulguer cette information auprès des équipes et auprès des arbitres. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, même si le FO avait égalisé, je ne pense pas que le FO aurait eu gain de match. Parce que le FO a fait ses 5 remplacements en 4 temps. Donc déjà, il faudrait donc sensibiliser et au niveau des arbitres et au niveau donc des équipes pour qu'elles puissent intégrer ça. Parce que c'est mieux de gagner sur terrain que d'aller perdre sur tapis vert. Oui, voilà. Donc, je suis d'accord. Tel que c'est des situations déjà à préparer, à voir pour ne pas que, comme c'est l'innovation. Pour réagir sur ça, vous savez, les lois de jeu ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'aspects qui ont évolué dans les lois de jeu. Quand nous avons travaillé avec la CCA c'est la Commission centrale des arbitres, pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons, avec la dynamique de l'évolution des lois de jeu, qu'est-ce que nous pouvons prendre. Même pour les 5 remplacements, on a beaucoup échangé. Ensuite, on est allé vers des analyses assez basiques. On a compris, non, ça va dans le sens même de la promotion. Je suis d'accord avec ce que Claude dit. Et nous, à notre niveau, au terme de cette première journée, on va faire une évaluation dès le mardi. Et nous allons, en tout cas, prendre des initiatives allant dans le sens, en tout cas, d'expliquer davantage cette disposition. Parce que nous avons travaillé avec la CCA, donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Merci bien, Julien Tiendrebogo. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Ça a été un plaisir d'aborder ces questions avec vous. Merci bien aussi, Claude Omba, d'être resté avec nous, journaliste sportif. Très ravi en tout cas. Et c'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouve donc dimanche prochain. Et d'ici là, si Dieu le veut, portons-nous bien.